attention. Et là, on s'interrogera un peu plus sur la question de l'État, aussi dans un autre sens, et la question de la gouvernance. De quel bien commun s'agit-il? De quelle gouvernance s'agit-il? Professeur Aoué, vous avez la parole. Merci. Ok, merci. En économie, on peut dire qu'un bien commun est l'une des 4 catégories issues du découpage selon l'exclusion et la rivalité. Donc les biens vont être catégorisés selon que nous pouvons exclure certaines personnes de l'utilisation, de la consommation de ces biens ou non, ou selon que l'utilisation ou la consommation entraîne une certaine rivalité ou non. Donc nous avons de part et d'autre, donc d'un bout, nous avons les biens publics purs, et ces biens sont matérialisés par le fait que l'utilisation est non rivale et non exclusive. Nous avons l'éclairage public le soir dehors. Une personne qui passe sous les lampadaires profite, consomme ou, je dirais, utilise ce service public. Et la personne qui suit pourra en consommer dans la même quantité. Donc il n'y a pas de rivalité. Et on ne peut exclure personne de la consommation de l'éclairage public. Donc il y a absence d'exclusion. Puisque ce n'est pas payant, il n'y a pas un prix qui soit associé à l'utilisation de l'éclairage public. Donc voici les biens publics purs. Et après les biens publics purs, nous avons les biens communs, du point de vue des économistes, ou biens publics impurs, pour lesquels il y a la non-exclusion. Donc on ne peut extraire personne de la possibilité de l'utilisation de ce type de bien, mais il y a par contre possibilité de rivalité, parce que lorsque j'en consomme, je réduis les quantités disponibles pour le prochain consommateur. C'est le cas par exemple des poissons dans une rivière, dans un village. La rivière c'est pour tout le monde, on ne devrait exclure personne de pouvoir pêcher dans la rivière. Seulement, lorsque je pêche beaucoup, mon activité va réduire la quantité de poissons disponibles pour des pêcheurs qui viendront par la suite. Voilà comment nous matérialisons les biens communs au niveau de l'économie. Et à côté de cela, nous avons les biens de club pour lesquels l'utilisation est exclusive mais non rivale. Et bien sûr, les autres biens, je dirais bien connus, qui sont les biens privés, pour lesquels il y a possibilité d'exclusion parce qu'on y associe un prix. Et le fait qu'il y ait un tarif d'accès nous amène à pouvoir y accéder ou non. Si nous devons participer à ce colloque en déboursant 5 000, il y a déjà possibilité d'exclusion. Ce n'est pas évident que tous les étudiants qui sont là puissent participer. Donc il y a une possibilité d'exclusion. Ça devient un bien privé. Et en plus de cela, il faut qu'il y ait possibilité de rivalité. C'est-à-dire que la consommation de la salle contient peut-être 120 chaises ou 140 chaises. Donc une fois qu'on a dépassé 140, même si on a les 5000, on ne peut plus entrer. Donc il y a possibilité de rivalité. Dans ce cas, nous sommes dans les biens privés. Donc ce qui nous intéresse, c'est les biens communs. Et l'analyse des biens communs a permis à Elinor Ostrom d'obtenir le prix Nobel d'économie en 2009. Et jusqu'à présent, la seule dame qui a reçu ce prestigieux prix Nobel d'économie. Et elle définit alors cela en termes de ressources. Elle dit que la ressource commune désigne un système de ressources suffisamment important pour qu'il soit coûteux, mais pas impossible, d'exclure ses bénéficiaires potentiels de l'accès aux bénéfices liés à son utilisation. Donc, possibilité d'exclusion. Cela nous ramène à la définition qui a été indiquée. Sont communs donc les commons, les biens sur lesquels aucune unité sociale, individu, famille, entreprise, ne dispose de droits exclusifs. Sinon, si on en a, on peut empêcher les autres, on peut exclure certains. Donc, ne dispose de droits exclusifs, qu'il s'agit de droits de propriété ou de droits d'usage. Donc, c'est des biens qui appartiennent à la communauté. À la communauté, et tout membre de la communauté doit pouvoir consommer
doit pouvoir utiliser. Il ne doit avoir d'exclusion. Seulement que la consommation de l'un réduit celle ou la possibilité de consommation de l'autre. Le gros souci qui va se poser et qui va intéresser les économistes viendra de l'analyse de Hardin en 1968 lorsqu'il va introduire la notion de tragédie des biens communs. Pour lui, la rationalité économique doit a priori pousser des individus qui se partagent un bien en commun à le surexploiter. Parce que si je pêche du poisson dans la rivière du village, je vends ce poisson, j'ai un gain économique et comme je suis rationnel, je vais pêcher autant que je peux. Donc ma rationalité va m'amener à surexploiter le bien commun. Et nous remarquons que le contexte d'aujourd'hui nous place dans une situation de gaspillage accéléré des rentes en ressources communes, donc différents types de ressources culturelles, immatérielles, ainsi de suite. Nous vendons par choix ou par nécessité des biens hérités, des biens fonciers notamment, parce que nous avons un taux d'actualisation court. Pour nous, c'est le présent qui nous intéresse et non pas l'avenir, non pas le long terme. Donc, nous préférons avoir les bénéfices pour nous aujourd'hui et donc nous refusons de pouvoir léguer ce type de biens aux générations futures. Donc, les économistes ont cherché à comprendre les meilleurs mécanismes qui permettent de gouverner de façon optimale ce type de ressources ou de biens. Face au dilemme de la tragédie des biens communs, quels sont les modes traditionnels de gouvernance de ce type de biens? Dans un contexte de défaillance des marchés ou de l'État, existe-t-il des modes alternatifs de gouvernance de ce type de biens? Et donc, à partir d'une certaine revue documentaire, j'essaie d'apporter quelques réponses à ces interrogations. Les modes traditionnels de gouvernance des biens communs, d'abord, nous allons remarquer que ces modes vont être basés sur des justifications, donc sur un certain nombre de modèles justificatifs. Et il y en a trois. D'abord, la tragédie des biens communs que je viens d'expliquer, et l'exemple qui est suffisamment utilisé, c'est par des villageois qui se partagent un champ de pâture et qui sont incités à le surexploiter, notamment des éleveurs qui vont donc amener les vaches à, bien sûr, consommer. Et puisque chacun a intérêt à suffisamment engraisser ses vaches pour les vendre, alors nous voulons consommer ou faire consommer davantage par nos vaches, ce qui réduit la verdure disponible pour les vaches des autres. Et c'est ce qui est analysé. Donc nous avons la tragédie des biens communs, et cette tragédie est d'actualité, particulièrement en Afrique, où nous avons des ressources naturelles abondantes, supposées abondantes, mais qui aujourd'hui s'amenuisent. Donc nous faisons face à une tragédie des biens communs. Le deuxième modèle, c'est celui du dilemme du prisonnier. Ici, très rapidement, pour expliquer, deux personnes commettent un crime, les deux personnes sont arrêtées, mais on n'a pas suffisamment de preuves pour les incriminer. Alors, on les sépare dans des cellules différentes. Il n'y a pas de possibilité de communication, c'est important. On dit, si vous avouez, vous avez une peine moindre. Mais si vous n'avouez pas et que votre ami avoue, vous aurez une peine plus lourde et lui par contre une peine très faible. En réalité, si les deux nient, les deux auront une peine moindre, mais puisque si j'avoue et que l'autre nie, ma peine est beaucoup plus faible, j'ai intérêt à avouer, parce que je ne sais pas si quand moi je vais nier, mon ami de l'autre côté va avouer. Donc voilà, nous sommes dans le cas du dilemme du prisonnier. Et ce type de jeu en théorie des jeux, en économie, est utilisé pour penser les situations où deux ou plusieurs acteurs ont un intérêt à coopérer. Ici, c'était de nier. Ils ont un intérêt à coopérer. Mais un intérêt encore plus fort à ne pas le faire si l'autre le fait. Si l'autre nie, moi j'ai intérêt à avouer. Donc, un intérêt plus fort. Et cela montre qu'il est impossible à des personnes rationnelles de coopérer. Et si nous revenons à nos biens communs, étant donné que moi, si je consomme plus, je gagne plus d'argent, donc si j'utilise plus ce bien, je gagne plus d'argent,
j'ai intérêt à beaucoup plus utiliser ce bien. Voilà. Et donc, bien sûr que si nous pouvons coopérer, nous allons gagner davantage parce que nous sauvegardons pour l'avenir. Mais si je surexploite et que tout le monde commence à surexploiter, nous allons perdre tous. Et c'est ce vers quoi les populations convergent, c'est la perte sociale liée à une surexploitation, une surutilisation des biens communs. Le troisième modèle, c'est le modèle de la logique de l'action collective. Ici, il y a une remise en cause de la présence d'un bénéfice pour un groupe suffirait à générer une action collective dans le but de réaliser ce bénéfice. Nous avons tous un gain beaucoup plus important si nous coopérons et que nous mettons en place des règles de bonne gouvernance des biens communs pour leur utilisation dans le temps. Mais en réalité, ce bénéfice collectif, ce bénéfice social ne va pas engendrer la coopération. Voilà donc ce dont nous parlons ici. Et parce que nous avons des possibilités de comportement de passagers clandestins, des individus qui vont accepter de coopérer et qui par la suite auront des comportements déviants. Et comme il est difficile de maîtriser les passagers clandestins, tout le monde va finir par ne pas coopérer pour une bonne gestion ou pour une bonne gouvernance de ce type de bien. Donc, dans une action collective, l'opportunisme de certains des acteurs empêche l'efficacité optimale. C'est là le gros problème. Donc, il est important de mettre en place un dispositif destiné à faire en sorte que les individus agissent en vue d'atteindre l'objectif commun. Quelles seront alors les prévisions de la théorie? Dans les modes traditionnels de gouvernance, nous allons dire tout simplement, puisque les propriétaires du bien commun, je dirais les villageois qui ont la rivière, je dirais ceux qui ont par exemple la mer et ainsi de suite, puisqu'ils ne peuvent pas coopérer si on les laisse ainsi, alors il est important de privatiser ou que le bien commun soit géré par l'État. Donc, deux solutions. La privatisation d'abord, c'est parce qu'il est pensé dans la théorie économique qu'il y a une plus grande efficacité de la gestion privée sur la gestion commune. Donc, on va confier à une société privée la gestion du bien commun et qui va donc mettre des possibilités d'exclusion, mais on aura une remise en cause de cela, après on verra. Et de l'autre côté, nous avons le contrôle de l'État. On se dit, ok, l'État prend le contrôle du bien commun et va réglementer l'utilisation de ce type de bien. Donc, à travers la réglementation de l'accès à la ressource ou l'exploitation directe même par l'État, pour dire, les forêts, ça n'appartient plus aux villageois et autres, cela appartient à l'État. Il revient à l'État alors de pouvoir profiter de ces forêts, enfin je dirais, de pouvoir exploiter les forêts. Donc voilà, l'État devient l'exploitant direct de ce type de bien. Et alors, nous allons dire, est-ce que ces modes de gouvernance traditionnels sont efficaces? Et sinon, quels sont les modes alternatifs? Donc, dans notre deuxième partie, c'est de regarder d'abord les limites à la privatisation et au contrôle de l'État. Nous disons que la privatisation contient des limites. Parce qu'en réalité, il n'y a pas suffisamment d'exemples ou de documentation qui puissent nous dire que la gouvernance privée ou la gestion privée entraîne toujours plus ou un optimum plus élevé que la gestion publique. Il y a des entreprises publiques qui sont très dynamiques par le monde, qui ont une rentabilité très forte comparativement à des entreprises privées. Donc, est-ce que c'est le fait que ce soit une entreprise privée que cela va entraîner une meilleure gestion de ce type de biens? Autre chose, ce n'est pas tous les biens qu'on peut privatiser. Comment privatiser l'océan, par exemple? C'est très compliqué. Quelle est l'entreprise privée qui va accepter d'acheter l'océan? Mais c'est difficile à gérer même. Donc, comment privatiser l'océan? Ce n'est pas toutes les ressources qu'on peut privatiser. Par exemple, si on dit le gibier qui est dans cette forêt doit être privatisé, mais c'est d'abord comment le dénombrer, ensuite pour pouvoir, parce qu'un bien privé, on doit connaître quelle est sa quantité et autres, ainsi de suite. Donc, il n'est pas toujours évident. Et aussi, des expériences ont montré que la privatisation en elle-même va exclure les premiers propriétaires
du bien commun. Par exemple, les villageois qui ont leur rivière, où il y a abondamment de poissons, le fait qu'il y ait une entreprise privée qui vient s'installer, cela va empêcher à ces villageois, des autochtones, des natifs, des gens dont les grands-parents et arrière-grands-parents ont exploité la rivière, donc seront exclus de l'utilisation de cette rivière du fait de l'entreprise privée. Donc il y a des problèmes liés également à la privatisation. Autrement, nous avons aussi qu'à travers le modèle dilemme des biens communs, on peut constater que le partage revient à transférer en fait le jeu d'un contre les autres copropriétaires à un jeu d'un propriétaire privé contre la nature, donc en parlant des difficultés à tout privatiser, ainsi de suite. Et nous venons maintenant à la question de l'État. Est-ce que le modèle basé sur la gouvernance publique est un modèle qui est toujours adapté, toujours recommandable? C'est recommandable lorsque nous sommes dans une situation d'un État suffisamment éclairé et avec des institutions fortes, clairement séparées. Cela permettra alors une bonne régulation de l'utilisation de ce type de bien. Mais si nous sommes dans une situation de défaillance de l'État, alors il faut penser à autre chose. Donc la défaillance de l'État a aussi intéressé les économistes. C'est des cas dans lesquels l'action des hommes de l'État cause plus de mal qu'elle n'apporte d'éléments positifs. Selon les étatistes, donc les supporters de l'action publique, les défaillances du marché justifient l'intervention des pouvoirs publics. Mais on a d'autres auteurs, ceux de l'école du choix public, Buchanan et Tulloch par exemple, qui soulignent que l'action de l'État est tout aussi défaillante, tout simplement parce qu'il y a des possibilités de corruption et que les cadres du secteur public ont leurs intérêts privés qui sont quelquefois divergents, ou très souvent même divergents, avec l'intérêt public. Donc, si vous dites un cadre qu'il est le gestionnaire de la forêt à l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais lui-même là aussi son intérêt privé, de manière à vendre des parcelles de cette forêt à des gens à l'insu du pouvoir central. Donc voilà des cas de défense de l'État. Donc les fonctionnaires sont des hommes comme tous les autres et il y a des possibilités de corruption. Donc pour les biens communs, il n'y a aucune assurance quant à l'efficacité de l'intervention publique. Et même, on va essayer de voir comment évaluer la question d'État défaillant ou d'État fragile actuellement. Et il y a donc Fund for Peace qui a construit un indicateur composé de 12 variables pour tenter de caractériser un État qui ne parviendrait pas à assurer ses missions essentielles, particulièrement le respect de l'état de droit. Je pense que le professeur Yao en parlait de la question de l'état de droit. Et donc, nous avons des États défaillants, en échec ou fragiles, qui sont caractérisés par un gouvernement central si faible ou inefficace qu'il n'exerce qu'un contrôle marginal sur son territoire. La légitimité du gouvernement à prendre certaines décisions est contestée, l'absence de services publics essentiels, une corruption généralisée, la présence de réfugiés ou des déplacements de population, crise économique, relations conflictuelles avec les pays voisins. Et nous allons remarquer, puisque nous parlons de l'Afrique dans le cadre de ce colloque, qu'en 2012, lorsque on fait la classification des États en Afrique, il n'y a aucune couleur verte, vous le remarquez, et donc il n'y a que quelques États en stabilisation comme le Ghana et l'Afrique du Sud, sinon c'est des États en danger de défaillance ou en situation critique de défaillance, selon les évaluations à travers le monde. Et si nous regardons les 20 pays les plus vulnérables en 2014, ça c'était en 2012, voilà, donc on regarde les 20 pays les plus vulnérables en 2014. Et parmi ces 20 pays, 14 sont africains et la Côte d'Ivoire est à la 14e place. Et puis nous sommes là, même plus vulnérables que la Syrie, voilà, plus vulnérables que le Niger. Donc voilà la situation, selon leur évaluation bien sûr, mais qui tient compte d'un cadre méthodologique assez quand même robuste. Donc l'Afrique, reconnue comme un continent riche en ressources naturelles qui constituent des biens communs, se trouve ainsi confrontée à des problèmes de vulnérabilité de ces États. Il y a une faible capacité à créer des institutions idoines
ou à modifier celles existantes afin de veiller à l'efficacité de la gouvernance des biens communs. Il y a donc une nécessité de réfléchir sur des modes alternatifs de gouvernance des biens communs, particulièrement en Afrique. Et Elinor Ostrom, justement, qui a eu ce prix Nobel pour ses travaux sur les biens communs, a fait l'exercice empirique de regarder comment des organisations au niveau local sont arrivées à une gestion optimale des biens communs. Et bien sûr, elle a aussi étudié le cas où ça n'a pas marché, et à partir de ce vaste champ d'analyse empirique, elle va donc aboutir à une certaine théorie liée à la gestion des biens communs. Donc, elle va montrer que des collectivités ont pu et peuvent encore gérer de manière économiquement optimale des biens communs à travers la création d'arrangements institutionnels au niveau local. Donc, il y a un troisième cadre institutionnel. Et donc, les questions qui vont se poser, c'est quelles sont les modalités dans lesquelles les individus sont collectivement incités à se comporter de façon à gérer efficacement le bien commun. Donc, comment on va démarrer? Ensuite, qu'est-ce qui peut inciter les individus à mettre en place un tel système d'auto-organisation? Et Elinor va établir 8 principes de conception. Pour que des gens arrivent donc à être collectivement incités à se comporter de façon à gérer efficacement les biens communs, il faut qu'il y ait des limites clairement définies, à la fois sur les individus ayant accès à la ressource et sur la ressource elle-même. Qui a accès à la ressource? À qui appartient la ressource? Ça doit être clair pour tout le monde. Dans le village, c'est tous les villageois, par exemple. Donc, la concordance entre les règles d'appropriation et de fourniture et les conditions locales. Les conditions locales en termes de conditions liées à l'emploi, aux revenus, ainsi de suite. Donc, les règles de fourniture, il faut qu'il y ait une concordance entre cela et les conditions locales. L'existence de dispositifs de choix collectifs. La plupart des individus concernés par les règles opérationnelles peuvent participer à la modification des règles opérationnelles. Donc, j'ai aussi la capacité de participer à la prise de décision quant à la structure organisationnelle de ce bien commun, de manière à me reconnaître dans la décision prise de façon commune et à me sentir lié par cette décision. L'existence de modalités de surveillance du comportement des individus ayant accès à la ressource, rendant compte à ces mêmes individus. Donc, on va développer un mécanisme de surveillance. Pour que les individus ne surexploitent pas la rivière, qu'on ne pêche pas abondamment, il faut qu'il y ait un mécanisme de surveillance parce qu'il y en a qui vont pêcher dans la nuit. Donc, il faut pouvoir mettre en place un mécanisme qui puisse les détecter pour savoir qui consomme un peu plus que l'autre, et ainsi de suite. Et des sanctions, s'il n'y a pas de sanctions, mais on n'est pas lié, donc des sanctions au niveau communautaire et des sanctions graduelles pour les individus qui transgressent les règles. L'existence de mécanismes de résolution des conflits rapides et bon marché. Donc des mécanismes très simples au niveau local. La reconnaissance minimale par les autorités externes du droit à l'auto-organisation. Il ne faudrait pas que le pouvoir central vienne après dire non, mais votre organisation villageoise là, ça ce n'est rien, nous, ça ne nous concerne pas. Voilà, il y a un préfet, c'est lui qui est le tout-puissant patron, donc c'est lui qui va organiser la gestion, l'utilisation de ce type de biens. Non, il faut que l'autorité, la puissance au niveau central, puisse reconnaître le droit à l'auto-organisation de ces communautés et l'implication des institutions locales au sein d'institutions plus grandes. Donc comment ces communautés, donc l'organisation au niveau local va s'intégrer dans des organisations plus grandes jusqu'au niveau donc, au national. Et donc quels sont les facteurs de réussite par la suite pour terminer? Les facteurs de réussite dans la mise en place du cadre institutionnel. Les études de Ostrom et ses amis vont permettre de dire que les facteurs de réussite ont comme caractéristique d'être incrémentiels, donc s'agrègent et s'augmentent, séquentiels par étapes et auto-transformants. L'expérience forme et prend forme. Et les facteurs STEM sont souvent déterminants pour la réussite ou l'échec. Les facteurs STEM, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir central par exemple. Donc Elinor va prendre l'exemple d'une zone semi-aride qui deviendra le site d'implantation de Los Angeles entre les années 60 et 90. L'eau y est un bien précieux et rare, et il y a une course au pompage. L'eau est un bien rare, donc il y a une course au pompage. En théorie, les individus pris au pied de telles situations s'abstiennent d'investir des ressources dans la conception, la négociation
et la mise en place de nouvelles institutions. Chacun va pomper autant que possible. Et finalement, il n'y aura pas d'eau du tout pour tout le monde. Voici le risque. Et c'est ce que la théorie prédit. Mais on va se rendre compte que ces individus vont s'investir massivement pour pouvoir coordonner, organiser la gestion de cette nappe d'eau de manière durable. Et ces individus vont être aidés par la suite par l'État de Californie. Donc, des arènes de coordination regroupant plusieurs aquifères sont créées. On a une association volontaire, on a un forum de discussion. Ce forum transforme la structure de la situation en fournissant des informations quant aux actions des autres participants. On va même fournir des informations quant à, je dirais, à la quantité d'eau disponible à un moment donné et voir comment on va gérer, parce que si on n'est pas suffisamment informé, on ne sait pas jusqu'à quel niveau il faut l'utiliser. Donc les associations volontaires vont se doter de mécanismes d'information sur la structure physique de l'aquifère. L'État de Californie va fournir des équipements et faciliter l'adoption d'une législation organique à partir du moment où les propositions étaient discutées en amont par ceux susceptibles d'être affectés. Donc au niveau local déjà, il y a des discussions, il y a une organisation qui gère et avec quelques cotisations, ainsi de suite, on va se structurer. C'est notre bien commun. Cette eau-là, si elle est finie, on n'a plus d'eau et sans l'eau, il nous est difficile de vivre. Donc voilà comment les gens vont se mettre en place. Donc les règles régissant l'engagement dans un choix micro-constitutionnel au niveau local, donc, liées au contrôle des nappes aquifères, ont encouragé les investissements dans l'auto-organisation et la mise en place d'institutions locales. On va voir l'adoption d'une législation organique parce que donc, ce qui se fait au niveau local va s'intégrer à un niveau plus grand. Et donc, on pourrait passer sur la suite pour dire que par le partage de normes de réciprocité, par le développement du capital social, les interrelations entre les individus, la compréhension de ce qu'est notre bien commun, alors on arrive à résoudre des problèmes de ressources communes par la mise en place de dispositifs institutionnels appropriés. L'information et la communication permettent à chaque participant de se faire une image plus exacte des enjeux et des réalités. Je suis informé que si je pompe beaucoup plus d'eau, je n'en aurai plus dans 5 ans. En conclusion, contrairement à ce qu'affirme l'argument de la tragédie des biens communs, les problèmes de ressources communes peuvent être résolus par les organisations volontaires plus efficacement que par le marché ou par un État coercitif. Les pays africains ayant de fortes dotations en ressources naturelles, mais faisant face à des problèmes de surexploitation de ces ressources et de fragilité des États, doivent se pencher sur les possibilités d'émergence de cadres institutionnels locaux comme mode de gouvernance de ces biens communs. Et je pense que la réflexion doit pouvoir continuer sur cela. Je vous remercie pour votre attention. La première d'entre elles est celle de savoir, entre l'étatisation et la privatisation des biens communs, quelle solution alternative pour une gestion des biens communs en Afrique? Étatisation et privatisation, quelle solution alternative? C'est la gestion locale. Alors c'est l'émergence d'institutions locales. Ce n'est pas l'État-nation qui va organiser la production et l'utilisation ou la consommation de biens communs, parce que les biens communs existent dans, je dirais, dans des espaces géographiques. Alors, nous avons des personnes qui vivent au niveau de ces espaces à qui il faut donner l'opportunité de susciter de par elle-même une structure institutionnelle qui puisse favoriser la bonne gestion de ces biens communs sans ignorer qu'on aura besoin de l'État, comme cela s'est remarqué dans le cas de la Californie et un peu partout dans le monde. La deuxième question est celle de savoir s'il existait un exemple de réussite de gestion des biens communs en Afrique. Existe-t-il un exemple de réussite de gestion des biens communs en Afrique? Oui, je n'ai pas eu le temps de parcourir toute la littérature, mais dans les 100
40 et plus de cas empiriques étudiés par Ostrom et ses amis. Il y a eu des cas africains. Je ne pourrais pas les citer parce que je n'ai pas tout noté, mais il y a eu des cas africains. Voilà, pour dire que les gens ont essayé de parcourir, mais les réussites de part et d'autre ne sont pas forcément au même niveau. Il y a eu des cas d'échec, il y a eu des cas de réussite un peu partout dans le monde. Donc, les gens ont fait l'inventaire des réussites et des échecs pour tirer les leçons. Ce que nous retenons, c'est que lorsque nous appliquons presque les mêmes règles, que nous soyons en Afrique, comme aux Amériques, comme en Europe, on retrouve la possibilité pour des peuples de s'auto-organiser pour gérer de façon optimale les biens communs. Ça, c'est la leçon à retenir. Troisième question. Comment sauvegarder la notion de bien commun face aux défenseurs de la vision libérale et du capitalisme? Les notions de mondialisation et de globalisation ne font-elles pas voler en éclats l'idée de bien commun? Le défi donc du capitalisme, je mettrai ensemble le capitalisme, mondialisation, parce que l'idée de la mondialisation ramène aussi à la libéralisation au niveau mondial, à la globalisation. Donc on se trouve dans le contexte du capitalisme. Donc les deux dernières questions, je peux les rapprocher pour dire aujourd'hui, c'est vrai que nous tendons vers, je dirais, le fait de mettre l'accent sur la gestion privée de tout ce qui est bien public, ainsi de suite. Alors, il y a cette prédominance, mais les échecs un peu partout dans le monde ont montré qu'il faut revenir en arrière. Voilà pourquoi nous parlons de développement durable, quoi qu'il y ait mondialisation et globalisation. Nous parlons de développement durable. Voilà pourquoi nous pensons à la gestion de l'atmosphère, nous pensons au problème des effets de serre. C'est vrai qu'à travers les intérêts des uns des autres, par exemple les accords de Kyoto n'ont pas réellement abouti. On pense à autre chose, mais à côté de la mondialisation, il est clair pour les humains que nous sommes de comprendre que nous avons des biens communs, qui est l'environnement de façon globale, et donc il y a des réflexions, il y a une manière de théoriser, il y a une manière de prendre en compte, et pour dire à côté de cela, comment mixer les actions publiques et les actions privées de manière à trouver l'optimum de gestion. Donc, on dit que la mondialisation et la globalisation ne vont pas effacer les solutions recommandées de gestion au niveau local, pas du tout. Bien au contraire, on se dit qu'avec cette mondialisation et globalisation et avec une destruction massive des ressources naturelles, parce qu'il y a une industrialisation très poussée, il faut faire attention. Et la littérature nous montre que la Chine, par exemple, après avoir produit, parce que la Chine a dit, les pays occidentaux, vous avez produit pollué pour vous développer, permettez que je pollue un peu moi aussi pour me développer et atteindre votre niveau. C'est ce que la Chine a dit. Bon, atteindre raison ou tort, voilà là où nous en sommes. Mais aujourd'hui, c'est l'économie verte vers laquelle la Chine veut se tourner sérieusement. La Chine met davantage l'accent sur la prise en compte de l'environnement dans son processus de développement, dans la production d'électricité et autres, pour dire que nous sommes conscients qu'on a besoin des biens matériels privés, mais en même temps nous devons sauvegarder les biens communs. Donc les deux vont ensemble. Développement par la mondialisation et globalisation et protection des biens communs par des solutions appropriées comme la gestion au niveau local. Merci. Merci.